Bonjour, bienvenue à tous à notre premier webinaire public offert dans le cadre du nouveau programme d'excellence en santé Canada, impulser le changement de l'utilisation appropriée des antipsychotiques. Ce programme vise à aider les établissements de soins de longue durée au Canada à améliorer l'utilisation appropriée des antipsychotiques. Je suis Nicole Pollack, chef de programme principal au sein de l'équipe des programmes d'innovation en santé d'excellence en santé Canada. Je serai votre hôte aujourd'hui. Nous avons le plaisir de vous proposer une interprétation simultanée en français. Si vous souhaitez entendre l'interprétation, sélectionnez Français dans le menu d'interprétation au bas de votre écran. Nous vous invitons à nous faire part de vos questions et commentaires à tout moment, en anglais ou français, dans la clavardage. Nous répondrons à un maximum de vos questions possibles lors de la session questions-réponses à la fin du webinaire. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre service de support technique en utilisant la fonction clavardage. Cette session est enregistrée et l'enregistrement sera disponible dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. En outre, les enregistrements de lancement du prix seront disponibles dans les bulletins électroniques du programme. Et je tiens tout d'abord à préciser que je me joins à vous depuis ma maison d'Ottawa, qui est dans cette journée de printemps ensoleillée, qui se trouve dans le territoire traditionnel et donné de la nation algonquine. Je reconnais et apprécie ma capacité en tant que colonne à vivre ici avec ma famille. Excellence en santé Canada est également situé à Ottawa, mais son personnel est reparti dans tout le pays. ESC honore les territoires traditionnels sur lesquels vivent son personnel et ses partenaires. Je vous invite à nous dire qui vous êtes et d'où vous venez dans le clavardage. Et maintenant, un peu sur Excellence en Santé Canada, si vous ne nous connaissez pas encore et notre travail. ESC est une organisation à but non lucratif financée par Santé Canada. Nous collaborons avec diverses personnes et organisations à travers le pays pour diffuser les innovations, renforcer les capacités, catalyser les changements politiques qui améliorent la sécurité et la qualité des soins de santé. Je tiens à remercier nos organisations de soutien qui contribuent à la promotion du programme et qui peuvent être euh, des examinateurs bénévoles de vos candidatures au prix. Les objectifs de ce webinaire aujourd'hui, eh bien, nous souhaitons fournir un aperçu sur l'approche UAA et nous souhaitons aussi fournir des aperçus aussi sur les caucus et le suivi des comportements. Et s'il y a bien sûr des questions sur cela, j'ai le plaisir de vous présenter notre oratrice aujourd'hui, Cynthia Sinclair, qui est accompagnatrice et conseillère auprès de ce programme. Elle est une infirmière autorisée à la retraite dont la carrière de plus de 35 ans s'est étendue à plusieurs secteurs, bien que sa passion soit les soins de longue durée. Elle a occupé diverses fonctions au sein de l'Office régional de la santé de Winnipeg, a été directrice des soins d'une grande maison de soins de longue durée de Winnipeg et elle a été PDG d'une maison de soins de longue durée en Angleterre. Cynthia est diplômée du programme de bourse force de ESC où son programme d'intervention a jeté les bases de futures collaborations de l'UA dans tout le pays. Grâce à son expertise et à son expérience, Cynthia a travaillé sans relâche avec de nombreux foyers de SLD et d'organisations pour créer et maintenir des environnements de soins centrés sur la personne qui améliorent la vie des résidents. Nous sommes donc très reconnaissants de travailler en étroite collaboration avec Cynthia sur la conception et la mise en œuvre de ce programme. N'hésitez pas à poser des questions dans le clavardage tout au long de la présentation. Nous essaierons d'y répondre à la fin. À vous, Cynthia. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je voudrais commencer par reconnaître que je réside en dehors de Winnipeg, qui se trouve dans le territoire de Traité 1, les terres traditionnelles des Anishinaabe et des Dakota. Et c'est le site des Nations Métis et le cœur des terres des Métis. Vous connaissez sans doute cette infographie, je pense que vous la connaissez déjà. Et aujourd'hui, je vais me centrer sur une approche d'équipe. Je vais parler de la cartographie des comportements et de l'utilisation efficace des caucus. Mais avant cela, je voudrais répéter
que l'approche UAA nous demande de modifier notre façon de penser, de passer de la manière traditionnelle de la livraison des soins à des soins centrés sur la personne, ce qui signifie que nous travaillons ensemble avec l'administration et les équipes de soins afin de changer notre manière de donner, de prêter des soins et de nous centrer sur non seulement la manière de livrer des soins dans le foyer, mais comment de nous garantir que de respecter la dignité des patients ainsi que leurs besoins le plus possible. Il y a beaucoup de modèles de soins qui se centrent sur une approche holistique de soins qui inclut, par exemple, la dimensionnabilité ou les modèles papillons. Et tout cela sont de bons exemples sur comment nous pouvons créer un environnement et travailler de manière à promouvoir davantage d'indépendance et de choix dans un milieu plus familial de foyer afin d'ajuster les routines du foyer. Nous voyons ici des images qui sont des exemples réels de foyers qui ont essayé d'éliminer ces ambiances institutionnelles et créer des cadres beaucoup plus familiales. Je voudrais que vous reveniez, si peut-être que vous étiez présent au mois de janvier au webinaire de Julie, qui nous a donné un exemple très intéressant sur comment les choses peuvent devenir stressantes et comment nous arrivons à rendre des choses routinières. Elle nous parlait des processus d'admission. Et rentrons un peu sur cela. Lorsque un membre de la famille est appelé en disant, voilà, nous avons un lit pour votre membre de famille, et ils ont peut-être quelques heures ou 1 ou 2 jours avant d'envoyer cette personne au foyer. Et ça, c'est déjà beaucoup de stress. Une fois que le résident arrive, ils sont automatiquement assignés à, à la chambre du résident précédent. Ils reçoivent également son lieu dans la salle à manger. Ils reçoivent aussi son, disons, moment pour recevoir un bain. Et c'est intéressant parce que cela a lieu sans aucune considération de la routine normale du nouveau résident ou ni de ses habitudes. Et donc, souvent, nous ne prenons pas le temps, parce que ce processus d'admission est tellement pressé, de prendre le temps de penser à ce qui serait le mieux adapté pour ce résident. Quant à moi, si c'était moi votre résidente et parce que vous suiviez, disons, les routines du foyer et vous essayez de me réveiller entre 5 et 6 heures du matin, parce que moi, je me réveille pas à cette heure-là, eh bien, vous, sans doute, trouveriez des comportements de réponse assez, disons, différents à ce que vous attendriez. Donc, vraiment, une culture axée sur les personnes s'agissent d'accepter, disons, des nouvelles cultures. Et il y a certains pas, disons. Il faut d'abord apprendre à connaître le résident et c'est sans doute la chose la plus importante à faire. Apprendre à le connaître, qui ils étaient avant le diagnostic de la démence, quel était leur travail, quel était, disons, leur hobby, quelles étaient leurs relations, quelles étaient leurs routines quotidiennes. Tout ça est très important. Qu'est-ce qui était important pour eux? Et une autre chose importante à comprendre, c'est qui sont les résidents aujourd'hui, quelles sont leurs forces qui leur restent, de quoi ne sont-ils plus du tout capables? Qu'est-ce qui reste important pour eux aujourd'hui et qui sont les personnes avec lesquelles ils continuent à avoir des liens? Tout ça est très important. Et nous obtenons ces informations grâce aux rencontres avant l'admission, aux connexions, aux questionnaires, aux révisions lorsque nous rencontrons les résidents et leurs familles. Parfois, nous rencontrons les familles à des moments ad hoc si nous avons peut-être des problèmes ou des questions. Mais l'une de nos meilleures ressources, c'est en fait de simplement rencontrer les résidents et ça faire connaissance avec eux. Il est impératif donc de travailler en tant qu'équipe. Vous avez entendu dire que nous avons besoin d'un village pour éduquer un enfant. Eh bien, c'est la même chose pour quelqu'un qui souffre de démence. Et donc, quand je parle d'une équipe, je ne me parle pas seulement des infirmiers et des personnes qui travaillent dans les soins, mais toute personne qui travaille avec la personne ou qui touche les personnes.
peut-être les aides de nutrition, peut-être les thérapeutes, peut-être les infirmiers. Tout le monde est important. Tout le monde a des expériences différentes avec les résidents et des différentes relations. Et il faut capitaliser sur ces relations. Il faut, il faut aussi être très créatif quant aux idées, aux plans de soins. Vous avez entendu l'expression de penser en dehors de la boîte. Moi, je préfère penser comme s'il n'y avait pas du tout de boîte parce qu'il faut vraiment être créatif. Et peut-être qu'on a besoin d'assistance de l'administration pour éliminer des obstacles à vos idées créatives. Et un exemple rapide, c'est lorsque un foyer que je connais euh, à transformer, disons, le lavabo de quelqu'un à une maison, disons, comment dire, une maison, une petite cabane en dehors parce qu'il habitait dans les bois et donc ils ont utilisé du papier peint dans la salle de bain et ils ont fait comme si la salle de bain en fait se trouvait en plein air. Donc, ils ont couvert la porcelaine avec des sacs poubelles et ça a marché, mais ça a bien sûr pris beaucoup d'ouverture d'esprit pour que cela marche du près de l'administration. Et donc, communiquer et expliquer avec clarté le plan de soins, c'est très important. Ça fait partie d'un pilier parce que si les gens ne savent pas de quoi il s'agit, le plan de soins, eh bien, il n'aura pas lieu en tant que directrice de soins, en tant que gestionnaire, en tant que quelqu'un qui a travaillé de près avec les standards de soins du Manitoba, j'ai vu certains plans de soins merveilleux qui étaient vraiment en grand détail et parfaits et qui n'ont existé que dans l'ordinateur ou sur le papier. Les gens doivent comprendre ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils travaillent avec les résidents chaque jour. Et donc, il faut nous assurer que le plan de soins est en fait un document vivant et dynamique et qui change et qui est communiqué rapidement à tous les membres de l'équipe. Il faut nous souvenir aussi qu'on aura peut-être besoin de mettre à jour le plan de soins plus souvent que trimestriellement parce que les résidents ne changent pas trimestriellement, mais ils changent au fur et à mesure que la démence progresse. Et donc, ces besoins vont changer et les stratégies vont devoir changer. Suivante. Et je voudrais aussi parler un petit peu sur le concept de la résistance aux soins. Je suis souvent surprise et quand j'entends parler de oh, Madame Smith est résistante aux soins, c'est une combattante, elle nous frappe chaque fois qu'on l'approche. Souvent, c'est en fait notre approche à nous qui crée le problème et provoque une réponse agressive. Et il faut vraiment s'arrêter et voir ce que fait le résident. Et il faut arrêter et considérer ce que nous faisons nous. Je vais vous donner un exemple. Disons que moi, je suis une aide-soignante et que j'ai besoin que 10 résidents rentrent dans la salle à manger pour le déjeuner. Et je suis pressée parce que je suis déjà en retard. Donc, je me dépêche dans la chambre de Jane et je lui dis, allez, Jane, allons-y, il faut rentrer dans la salle à manger, on n'a pas le temps. Allez, mets ton pull, mets tes chaussures, allons-y. Maintenant, Jane, qui souffre de démence, ne peut pas vraiment interpréter ce que je suis en train de dire. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais ce qui lui reste, c'est sa compétence à comprendre le langage corporel. Et donc, ce qu'elle voit, c'est, oh là là, quelque chose de mal est en train de se passer. Et bien sûr, elle a peur ou elle se fâche. Et donc, évidemment qu'elle va se défendre. Alors, rappelons-nous qu'avec la démence, les personnes perdent leur fonction exécutive et ils ne peuvent plus interpréter le langage de la même manière. Ils ne peuvent plus comprendre ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent de la même manière que nous le faisons. Et donc, c'est à nous d'ajuster notre approche. Et au lieu d'insister à faire quelque chose avec le résident et de les mettre de plus en plus mal à l'aise, c'est à nous de décaler notre approche et de dire, bon, je vais revenir, je vais adapter mon approche et je vais peut-être revenir dans 10 ou 15 minutes.
j'ai les membres de personnel me disent, mais moi, Cynthia, il faut que j'y aille. John a fait caca, il faut que je les nettoie. Je dis, vraiment? Faut-il le faire maintenant alors qu'il est fâché et combatif? Faut-il vraiment le faire tout de suite? Peut-être que tu peux attendre 10, 15 minutes et revenir d'une manière différente et penser à comment tu peux le faire d'une manière plus efficace. Les managers, les gestionnaires devraient alors donner la permission aux personnes d'accomplir ces tâches d'une autre manière. Et les leaders peuvent être aussi très importants pour expliquer aux familles comment faire les choses. Et donc, la cartographie des comportements peut être essentielle pour adapter cela et parce que pour adapter nos réponses au comportement lorsque l'observation ne suffit pas. Alors, commençons tout d'abord avec quelques conseils pour une cartographie efficace des comportements. Commençons par la cohérence. Alors, tout comme la mise en œuvre des plans de soins, si une ou deux personnes le font, ou seulement, disons que ou que cela se met en œuvre seulement pendant certains tours de personnel, eh ben, ça va pas fonctionner. Toutes les personnes qui touchent le résident doivent continuer sur la cartographie des comportements si vous mettez en œuvre cet outil. Après, il faut décrire clairement le comportement. Maintenant, ça, c'est très important si vous utilisez un document tel que le DOS qui parle de descripteurs de un ou deux mots. Parce que généralement, on utilise des termes assez vagues ou ambigus. Il y a des gens qui disent, bon, Monsieur Marc et agressif verbalement et physiquement. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si tu écris ça sur une cartographie de comportement, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Monsieur Marc? Est-ce qu'il est en train de lancer des coups de poing? Est-ce qu'il crache? Est-ce qu'il mord? Est-ce qu'il insulte? Il faut que tu me dises et que tu écrives spécifiquement de quel comportement on parle. Tu dis, Monsieur Marc crache et donne des coups de poing. Monsieur Marc crie, sors d'ici ou je te tue chaque fois que je rentre dans la chambre. Ça, c'est spécifique. Et alors, en ce moment, tout le monde sait de quoi on parle. Et on peut alors cartographier exactement. Et la cartographie, eh ben, ça se fait une ou deux fois à la semaine seulement. Certaines équipes croient que s'ils sont en train de participer dans un processus de réduire l'utilisation des antipsychotiques, alors tout le monde dans la cohorte doit être cartographié. C'est pas vrai. On ne cartographie des comportements des résidents que lorsque c'est approprié, c'est-à-dire que lorsque des comportements ont lieu qu'on voudrait comprendre. Il peut s'agir par exemple que lorsque on est en train de mettre en œuvre de nouvelles stratégies axées sur les personnes pour gérer des réponses. Cela peut s'agir de moments lorsque nous sommes en train de déprescrire et on veut voir comment les résidents vont au fur et à mesure qu'on enlève les médicaments et on veut voir comment les stratégies qu'on est en train de mettre en œuvre simultanément sont en train de marcher. Alors, rappelons-nous d'analyser. Si nous n'analysons pas les résultats, eh bien, ça ne sert à rien. Une fois, je consultais un foyer à Winnipeg qui avait beaucoup de difficultés avec ses résidents. Et lorsque je suis arrivée, ils m'ont donné 3 dossiers énormes, plein de dossiers. Et lorsque j'ai regardé, il s'agissait de semaine après semaine, mois après mois, année après année, mais personne n'avait analysé ces documents. Donc, personne n'avait aucune idée de ce que cela voulait dire, toutes ces cartographies. Donc, ce qui s'était passé, en fait, c'est que les personnes n'écrivaient que ce que la personne d'avant avait écrit parce qu'ils avaient compris que c'était un exercice de futalité. C'était juste rien n'est sorti de cette cartographie. Donc, s'il vous plaît, revenez sur ce qui a été écrit et utilisez ces résultats afin de réellement cartographier les comportements. Ici, nous avons l'image d'un DOS, c'est-à-dire d'un système d'observation directe. Si vous allez en utiliser un, utilisant un lorsque vous n'avez pas du tout de comportement, c'est-à-dire que c'est à vous
de mettre les comportements. Et n'énumérez pas de 6 à 10 comportements. Soyez bref, utilisez les 3 ou 4 comportements les plus difficiles. Ce qui est bien avec ces systèmes d'observation directe, c'est qu'ils sont, et c'est un excellent moyen de dégager les tendances comportementales sur une période de 24 heures pendant une semaine. Et donc, c'est aussi très bien afin de nous montrer des tendances très rapides et facilement. Diapositive suivante. Et ici, nous avons une cartographie de comportement avec plus de détails qui est très utile si le système d'observation ne nous donne pas de pistes. Ici, nous avons la date, le temps du comportement, ce qui s'est passé, mais aussi un endroit où vous pouvez décrire en grand détail ce qui s'est passé. Vous pouvez alors décrire quelle intervention vous avez employée et discuter si elle a été efficace ou pas et si le résident s'est calmé. Diapositive suivante. Alors ici, nous avons encore un système d'observation directe qui a été complété. L'équipe a fait euh, une cartographie de comportement pendant une semaine et ils ont décidé suivre par exemple des baffes, numéro 4, numéro 5, des coups de poing, des cris, numéro 7. Ce sont des comportements très spécifiques et pour les analyser, ils ont fait des couleurs, ils ont choisi des couleurs. Et à la fin de la semaine, ils ont, par exemple, orange pour crier, pour frapper, ils ont mis en bleu. Et on voit alors que c'est très simple, facile de voir les tendances au lieu de regarder des chiffres. Les couleurs nous aident beaucoup. Et si vous regardez ce système d'observation directe tout en bas, près de des zones horaires 5 à 7 du matin, on voit que les 3 comportements ont lieu d'arriver régulièrement tous les jours. Et on peut se dire, bah, je me demande ce qui se passe là. Et si vous y pensez pendant un petit moment, il pourrait s'agir de quelque chose. Il pourrait peut-être, c'est peut-être dû au fait que le personnel vient les réveille très tôt le matin, ce qui les rend peut-être combatifs le matin. C'est peut-être au fait que le personnel doit réveiller un certain nombre de résidents et que cette personne fait partie et et cette personne n'aime pas se réveiller à cette heure-ci. Donc, c'est quelque chose à analyser. Si on regarde le reste du document, on voit qu'à partir de 10 heures du matin juste avant l'heure de se coucher, disons vers 18 heures, on a décrit périodiquement à certaines heures du jour. Et si on examine un peu plus, on voit que ça a lieu après les repas. Et donc ça nous donne un autre indice. Peut-être que cette personne avait besoin d'aller aux toilettes et on l'a pas fait, ou peut-être ils étaient déjà allés aux toilettes, ils s'étaient déjà tachés, on les avait pas amenés, on les avait pas changés. Et là, on a du bleu le dernier jour de la semaine, en début d'après-midi. Et là, il s'agit de coups de poing et de baffes. Et moi, je parie que si on revient, on regarde le plan de soins, ça, c'était le jour de bain. Et je pense, en fait, ça a tendance à être très traumatisant, surtout de la manière dont on le fait dans les établissements de soins. Et les résidents ont tendance à combattre énormément les bains. On va en reparler au webinaire du mois de mars et on continue. Et ici, nous avons un système d'observation, pardon, une cartographie de comportement d'un type plus long. Et si on regarde la première ligne, le 9 février à 6 heures du matin, le résident crie au lit. Et donc, la personne qui s'occupe du résident a sorti le résident du lit, l'a amené à la station des infirmiers, lui a donné quelque chose à manger, à boire, il a arrêté de crier et il s'est calmé 45 minutes plus tard. Si on revient au 11 février à 7 heures du matin, à nouveau, on voit le matin au lit, cette personne crie. Alors, la personne a allumé la télé à volume bas et cela n'a pas eu d'impact. La personne a continué à crier même après 45 minutes. Donc ici,
on a un indice. Ce résident a besoin de se lever, que s'agisse de son patron habituel de se lever tôt ou qu'il ne soit pas confortable au lit. Peut-être que cette personne a de l'ostéoarthrite. Il ne peut pas rester au lit de 10 à 12 heures par jour. Il faut qu'il se lève. On continue. Alors maintenant, on parle des caucus, un nouveau outil pour vous. Les outils, eh bien, un caucus, pardon, c'est une réunion interdisciplinaire courte et concise, d'une durée maximale de 20 minutes, et on doit utiliser un maximum d'un caucus par personne résidente pour commencer. Alors, on a déjà des caucus de sécurité. Il ne faut pas les combiner. Ils doivent être séparés pour votre travail de déprescription. On ne veut pas plus de 20 minutes de durée. Votre premier pourrait être un peu plus long au cas où vous n'avez jamais eu de caucus auparavant, mais les personnes n'ont pas beaucoup plus de temps. Donc, restez bref. Et il devrait être prévu au départ pour être sûr que tout le monde participe. Ça va prendre un peu d'effort pour trouver le bon moment pour tout le monde, mais ça vaut le coup et il doit être animé pour veiller à ce que tous les membres de l'équipe puissent participer. Et je voudrais vous rappeler que lorsque vous demandez aux personnes, comme les aides-soignants, le personnel administratif de nutrition, ils n'ont pas l'habitude de fournir leur opinion ou leurs avis. Donc, ils n'ont pas l'habitude de participer. Donc, il faut les encourager à donner leur avis ou leurs propositions. Il doit s'agir d'un espace sûr où tout le monde peut offrir leur avis et leurs propositions. Et donc, cela veut dire que l'animateur doit avoir les compétences pour organiser cela et pour impliquer tout le monde. Le caucus doit être documenté pour que tout le monde sache ce qui s'est passé lors du caucus et quelles sont les étapes à suivre après. Il faut donc réexaminer les caucus, ne pas en avoir un seul. Au départ, bon, ça va prendre un peu de temps au fur et à mesure que vous utilisez des stratégies et vous commencez à déprescrire. Mais après, vos caucus peuvent devenir un peu plus longs. La fréquence des caucus vont prendre un peu plus de temps jusqu'au moment où vous les arrêterez sur un résident en particulier. Ils doivent être donc utilisés en conjonction avec la déprescription. Avant le caucus, l'animateur a un peu de devoirs à faire. L'animateur doit examiner le dossier médical pour passer en revue les diagnostics, les médicaments actuels, s'il y a des médicaments qui peut-être causent une cascade de médicaments et c'est à cause de ça qu'on voit certains des comportements qu'on voit. Peut-être qu'il y a des interactions entre les médicaments qui causent des problèmes. Il faut examiner les antécédents et l'évaluation sociale pour voir qui est ce résident, ce qui est important pour cette personne. Il faut aussi examiner la documentation concernant la dernière ou les 2 dernières semaines, surtout la documentation qui décrit le comportement et les événements qui concernent ce comportement et ce que l'équipe a fait pour atténuer ou changer ce comportement en question. Examiner tout, cartographie de comportement, tout document d'observation directe, examiner les plans de soins, les consultations les plus récentes pour réviser toute réponse ce qui pourrait originé des consultations. Peut-être que la personne a eu beaucoup d'infections urinaires, par exemple. Alors, examiner les laboratoires, les examens de laboratoire. Peut-être que quelque chose ici a causé des changements, peut-être même des comportements. Tous ces documents doivent être avec vous lors du caucus afin que vous puissiez les consulter. Alors, des conseils pour des caucus efficaces. Pour votre premier caucus, il faut expliquer rapidement l'objectif du caucus et la manière dont chaque personne est censée y participer. Donc, si moi, par exemple, je dirige le caucus, je vais remercier à tous, je vais dire merci à tous d'être ici
on va avoir un caucus, on a eu certains problèmes concernant ce comportement, on veut voir comment nous pouvons déprescrire. Je vais vous demander quelles sont vos suggestions, votre aide et j'aimerais beaucoup j'apprécierais énormément votre participation. Ça ne devrait pas prendre plus de 20 minutes. Donc, vous commencez par poser des questions stratégiques pour comprendre ce qui peut être en train de se passer. Alors, par exemple, on parle de Bill. On va dire, disons que le problème, c'est que Bill n'aime pas sortir de sa chambre. Il passe la plupart de son temps, le plus clair de son temps dans sa chambre. Et chaque fois que quelqu'un s'approche de lui, il crache dessus, il commence à crier et attaquer cette personne. Alors, vous pouvez vous demander, eh bien, est-ce que quelqu'un ici a déjà souffert ce genre de problème lorsqu'il est rentré dans la salle, dans la chambre de Bill? Et vous demandez à chaque personne individuellement. Et peut-être que la femme de ménage a dit, ben moi, en fait, j'ai jamais subi cela et je rentre dans sa chambre quotidiennement. Il ne m'a jamais craché dessus, il ne m'a jamais crié dessus. Alors, on peut lui demander, ben pourquoi est-ce que c'est différent avec toi? Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres dans sa chambre? Et peut-être alors elle dira quelque chose, peut-être qu'elle dira, eh bien moi je frappe à la porte d'abord et j'attends qu'il réponde et à ce moment-là, je rentre et je dis, bonjour Bill, je suis Suzy, je suis la femme de chambre et je dis ça toujours parce que Bill oublie tout le temps et je lui dis qui je suis et pourquoi je suis là tous les jours. Et je sais qu'il a un grand sens de l'humour et qu'il adore les blagues et je lui raconte une blague et alors on papote pendant que je nettoie. J'ai jamais eu de problème avec Bill. Alors la question suivante pour le reste de l'équipe, c'est, eh ben, dis donc, est-ce que nous on fait ça? Et si la réponse est non, eh bien pourquoi pas? Et comment est-ce qu'on peut changer les choses? Et alors à partir de là, on peut commencer à faire un plan. Et lorsqu'on fait un plan pendant les caucus pour avoir une stratégie axée sur la personne, on va pas faire une longue liste de toutes les stratégies qu'on va essayer parce qu'on peut jamais savoir lesquelles fonctionnent. On choisit une ou deux choses avec lesquelles on va travailler maintenant et peut-être castrographier les comportements pour voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, eh bien alors on aura peut-être besoin de faire des ajustements et de voir ce qu'on peut faire d'autre afin de améliorer les soins axés sur la personne. Diapositive suivante. Après le caucus, il est très important de veiller à ce que le plan soit documenté et transmis à l'ensemble de l'équipe. Et il est très important que cela ne reste pas sur le papier ou sur l'ordinateur. Peut-être que les renseignements vont être mis sur le tableau dans la station des infirmières. Peut-être qu'on va transmettre ces informations par email. Quel que soit le moyen de transmettre ces renseignements, il faut s'assurer que les personnes soient informées de ce nouveau plan et que tout le monde le mette en œuvre de manière cohérente. Le chef d'équipe ou le responsable ou l'animateur doit s'assurer que le plan soit mis en place dans un délai d'un jour ou deux. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de problème. Si vous attendez trop longtemps pour intervenir et que les choses ne se passent pas bien, eh bien le plan va tomber en pièces. Donc il faut réellement soutenir votre équipe et à vous rassurer, va faire une double vérification. Planifiez votre prochain caucus et informez-en l'équipe pour que tout le monde vienne. Et si vous avez établi une cartographie du comportement, j'espère que d'ici là, vous l'aurez fait, les personnes doivent savoir que la cartographie du comportement est décidée et combien vous allez le faire et comment. Alors, ça nous mène maintenant à un cas à étudier et juste pour rassembler tous les principes dont nous avons parlé. Alors, Ruth est une femme de 75 ans, admise à l'hôpital, pardon, d'après l'hôpital, il y a environ 4 mois, après un séjour à l'hôpital à cause d'une infection des voies urinaires grave. Elle avait une prescription de risperidone à cause de 5 mg 2 fois par jour et de 2,5 mg au besoin de traiter des hallucinations et des épisodes d'errance qui se sont poursuivis depuis son admission. Ses antécédents médicaux incluent une démence avancée, une arthrose et une insuffisance cardiaque congestive. Elle prend quotidiennement Tylenol, 2 comprimés 2 fois par jour, Captopril, Lasix et Sloquet. Elle a besoin d'aide pour toutes ses activités de la vie quotidienne, s'habiller, se laver, se rappeler à manger, être redirigée en cas d'errance et à l'incontinence. Elle peut se déplacer seule sans aide.
En fait, elle le fait très bien. Le problème, c'est qu'au cours des dernières semaines, les épisodes d'errance ont augmenté. Maintenant, elle rentre dans les chambres d'autres personnes résidentes. Elle devient, disons, une consommatrice de Walmart, ce qui contrarie certaines des autres résidentes. Elle devient difficile à rediriger. Le personnel craint qu'elle ne devienne physiquement agressive. Certains membres du personnel préconisent une augmentation des médicaments. Bob, le conjoint de Ruth, est très inquiet parce qu'elle n'a jamais été comme ça chez elle et l'idée qu'elle doive prendre plus de médicaments ne l'enchante pas du tout. L'équipe se réunit donc pour discuter et résoudre les problèmes en caucus. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer ici avec Ruth? Eh bien, en tant qu'équipe, vous aurez sans doute certaines idées et certaines des choses qui peuvent se passer avec Ruth, c'est qu'elle a souffert énormément de différents événements dans sa vie. Elle a été à l'hôpital, elle a subi une maladie, après elle est sortie de l'hôpital, elle a été amenée dans un foyer de soins à long terme, elle a augmenté des médicaments, sa démence peut être en train de s'aggraver et on ne sait pas. Et on dirait que il y a aussi peut-être d'autres raisons pour ces épisodes d'errance. Et donc, la première chose qu'on pourrait faire en tant qu'équipe, c'est réviser son histoire, son historiel, voir qui a remarqué ces épisodes et ce que chacun est en train de faire. Est-ce que quelqu'un a eu du succès dans, disons, la redirection des épisodes d'errance? Parfois, je vois que les épisodes, pardon, les résidents reçoivent du linge à plier. C'est bien s'ils aiment le faire, mais si c'est pas le cas. Alors, un exemple de mon expérience, lorsque j'ai dirigé les soins dans un foyer, nous avions un résident qui avait aussi ce genre de comportement. Elle avait des épisodes d'errance, elle rentrait dans les chambres des autres. Et en fait, elle a été une secrétaire pendant de longues années et donc, j'ai décidé qu'on allait essayer quelque chose d'assez unique. Je suis rentrée dans mon bureau, j'ai trouvé des vieilles factures que j'allais déchirer et jeter à la poubelle. Donc, j'ai ramené des papiers pour elle, cette dame qui s'appelait Irène, et je lui ai dit, Irène, je me demande si tu pourrais m'aider. J'ai vraiment besoin d'aide ici. Je n'ai pas de secrétaire. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, m'aider à organiser ces papiers? Elle a été très heureuse de le faire pendant des heures. Elle n'a pas erré, elle a senti qu'elle avait quelque chose à faire. Et donc, c'est ce qu'on faisait avec elle lorsqu'elle avait ces épisodes d'errance. Donc, bien que est un cas d'étude, bien sûr, on aurait besoin de l'analyser pour voir ce qu'on peut faire. On peut voir comment un caucus peut nous aider à déterminer quelle est la meilleure stratégie à employer avec votre résident. J'espère que vous avez aimé ce webinaire. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Merci beaucoup.